C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 97 du 23 décembre 2024. Au sommaire aujourd'hui, qui peut écrire queer ou qui peut écrire hétéro? Les deux questions peuvent se poser. Deux auteurs, Patrick Sénécal et Philippe Aubert-Côté, en discutent. Et en deuxième partie, à la veille de Noël et des congés des fêtes, comment assurer des célébrations bienveillantes? Une grande discussion en deuxième partie. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Discussion. Eh oui, c'est notre spécial du 23 décembre. Joyeux Noël, Monsieur Côté. Bonjour, Philippe Aubert-Côté. Bonjour, Denis Martin. Oui, et puis bonjour à notre invité aujourd'hui aussi, Patrick Sénécal. Bonjour, bienvenue. bonjour. Merci de me recevoir. C'était un plaisir. Alors, on a décidé de faire une petite discussion parce qu'on est à la veille de... En fait, on est à l'avant-veille de Noël et puis on sort des actualités puis on s'en va dans la littérature. Et c'était l'idée de mon chroniqueur qu'on appelle notre chroniqueur qui fait queer côté geek, qui m'a dit on devrait faire une discussion avec Patrick Sénécal pour parler de la littérature de genre et surtout de la présence du queer dans cette littérature. Et est-ce qu'une personne hétérosexuelle peut écrire et créer des personnages queer et vice-versa? Je pense que c'est une discussion qui vaut la peine de faire. Alors, je vais souhaiter la bienvenue à Patrick Sénécal. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Et re-bienvenue donc Philippe Aubert. Merci. Patrick, comment tu définis ton style littéraire ou ton genre littéraire? Ben oui, littérature de genre, ça c'est clair, mais il y en a qui disent que le mot horreur revient souvent quand on parle de mes romans. Moi, j'aime mieux dire des romans noirs. Je trouve que ça englobe l'horreur, le fantastique, le thriller, le polar, le policier, parce que l'horreur, pour moi, c'est plus un moyen dans mes romans qu'un genre. Il y a certains de mes romans qui c'est des romans d'horreur, là, faut pas que je me le cache, là. Certainement, là, Oniria, c'est un roman d'horreur. Bon, j'en ai quelques-uns. Mais sinon, l'horreur, c'est souvent mes personnages qui subissent des choses horribles, mais l'horreur n'est pas une fin en soi nécessairement. Mais des romans noirs, oui. Des romans dans lesquels j'explore la noirceur humaine avec des scènes violentes, ça, clairement, ça, je l'assume. Ouais. Et toi, Philippe Aubert, tu définis comment ton genre? Moi, je suis surtout dans les littératures. Moi, j'emploie beaucoup l'expression littérature de l'imaginaire. J'ai fait beaucoup de science-fiction et de fantastique et de fantasy urbaine. Là, en ce moment, je fais dans l'horreur, mais moi, comment je la définis, c'est de l'horreur qui est ancrée dans les autres genres, en science-fiction, fantastique, fantasy. Puis le motif que j'exploite souvent, c'est les personnages se retrouvent en enfer ou dans le bordel, puis c'est dans quel état qu'ils vont s'en sortir. OK. Écoute, avant qu'on aille plus loin, c'est quand même, on parle d'un genre littéraire que certaines personnes ont levé le nez pendant longtemps. Et là, Patrick, je pense qu'on peut le dire. Tu gagnes très bien ta vie avec ça. Puis ça fait, ouais. Oui, c'est ça. C'est la preuve que... Non, mais ça marche, l'horreur. Le genre marche auprès de la population, auprès du peuple, comme diraient certains snobs. Oh my God. Auprès de la plèbe. Ça marche très bien, le genre. Mais c'est souvent snobé par... Pas tout le temps, je veux le préciser. Là. Il y a des intellectuels qui... Moi, quand je sais que Michel Tremblay adorait... il a fait des bonnes critiques de mes romans. Il a adoré la série Malface et tout ça. Je me dis, mon Dieu... Michel Tremblay qui lit de l'horreur puis qui aime ça. J'aurais pu m'en douter pourtant, parce que Tremblay a déjà écrit les mêmes livre. fantastiques Oui. avec Conte pour pouvoir attarder, puis La Cité dans l'œuf, puis bon. Donc, et même dans ses romans mainstream, disons, il y a des traces de fantastique avec ses tricoteuses et tout ça. Donc, c'est pas si étonnant, mais c'est toujours le fun de voir que des écrivains sérieux, entre guillemets, peuvent apprécier le roman policier, le roman d'horreur, le roman noir. Donc, mais il y en a beaucoup d'autres qui, effectivement, lèvent un peu le nez là-dessus en disant « c'est une littérature de masse, c'est une littérature de divertissement. » Donc, par conséquent, ça peut pas être très intéressant vu que le seul but, c'est de divertir. Ça peut être vu comme ça par certaines personnes, oui. Et toi, Philippe Aubert, t'en dis quoi? Bon, je suis d'accord aussi. C'est un genre qui est snobé par certaines catégories d'acteurs dans le milieu littéraire. Et pourtant, culturellement, c'est très vivant au Québec. C'est très enraciné. On a quand même
tu sais, un parcours, un passé là, qui a été marqué par toutes sortes de légendes, tu sais, que je pense à la chasse-galerie ou autre. Mais tu sais, moi, un exemple que j'aime bien me rappeler, c'est que le fameux cavalier sans tête, tu sais, avait séjourné au Québec avant d'aller se faire décapiter aux États-Unis. Donc, on a quand même... on a grandi avec l'Halloween aussi, hein, depuis longtemps. Tu sais, on avait fait une chronique là-dessus à l'émission de radio, là. Puis ça fait partie de notre génétique un peu, même si elle est snobée. Alors, moi, je vais aller dans le vif du sujet. Philippe Aubert, quand tu me proposais cette thématique-là, tu me dis, ah, écoute, là, on retrouve des personnages queer, on en retrouve beaucoup dans les romans de Patrick Sénécal. Oui. Alors, parle-moi-en. Oui. Mais moi, le premier exemple qui me vient en tête, c'est pas le premier chronologique, mais c'était dans ceux de là-bas. Ouais. Où je pense que Patrick va être mieux placé que moi pour raconter comment il est arrivé à faire un personnage queer. Mais il fait un personnage queer très bien fait, très sympathique. D'ailleurs, qui me ressemblait un peu sur certains points. J'avais trouvé ça drôle après. Oui, mais j'ai dit, je spéculerai pas, là. Mais j'y croyais. Ouais. Et c'est pas tout le monde qui réussit à faire des personnages queer qui fonctionnent. J'ai lu une nouvelle d'un auteur que je nommerai pas récemment. Ça commence par un baiser lesbien et j'y ai pas cru un seul instant. Et même des amis qui avaient lu la nouvelle disaient, non, ça marche pas, on n'y croit pas. Mais chez Patrick, moi, j'y crois quand il met en place des personnages queer. Et il y a un mystère intéressant là-dessus. Et moi-même, comme auteur queer, je peux me poser la question, quand je m'enseigne des personnages hétéros, est-ce qu'on y croit aussi? Sinon, comment je peux arriver à faire ça? Là? C'est un autre défi aussi à relever. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je suis bien content que tu dises ça. Tu m'en avais déjà parlé, Philippe Aubert, de ça. Mais au départ, dans ce roman-là, d'ailleurs, c'est mon personnage principal fait une enquête sur un gars qui est mort, entre autres. Là, et au départ, il était aidé de la blonde de ce gars-là. Puis à un moment donné, je me suis posé la question, là, c'était tout le mouvement MeToo, le mouvement qui commençait égalitaire, là, on disait que les écrivains ne parlent que ce qu'ils connaissent. Alors moi, comme auteur, j'aurais été bien niaiseux de rejeter ça. Alors je me posais la question, est-ce que je fais ça moi aussi? Est-ce que je parle juste de gens que je connais, puis ça? Puis j'avais déjà parlé de personnages queer dans d'autres romans avant, effectivement, mais c'était comme important qu'ils soient queer à ce moment-là. Alors que là, je me dis, pourquoi pas faire un gay? Et ça n'a aucune importance qu'il soit gay, en fait. Ça aurait pu être une blonde, effectivement. Ça aurait pu être... Mais j'ai pourquoi pas que c'est un personnage gay et ça n'aura aucune importance, sauf le fait que ça se peut. Et pour moi, il n'y avait pas de... Il n'était pas question... C'est peut-être pour ça qu'il y a cru, en fait. C'est qu'il n'était pas question qu'il y ait de moment dans le roman que... Parlons de la réalité queer de ce personnage-là. C'était juste... Mon personnage principal, qui est psychologue, qui est un gars moderne, s'en fout complètement qu'il soit gay. Il y a jamais, c'est jamais une source de conflit entre eux autres. Je pense qu'à un moment donné, il sort un préjugé, mon personnage principal, et le gay lui dit de façon assez raide, ouais, c'est ça, évidemment, comme je suis gay, je baise partout, hein, c'est ça. Il dit, non, c'est pas ça que je veux dire. Bon, il se reprend un peu, mais c'est la seule... Puis même au départ, il est très méfiant, mon personnage. Tu dis qu'il est sympathique, tant mieux, mais il est pas si sympathique que ça au début, mais il est comme il devrait être dans cette situation-là, qu'il soit gay, hétéro, ou peu importe. Cela dit, je ne suis pas allé dans l'intimité non plus de ce personnage-là. Si j'allais dans l'intimité de mes personnages queer, peut-être que là, je me sentirais moins connaisseur et à l'aise. Et là, il faudrait peut-être que je fasse quelques recherches et que je pose des questions. J'en ai fait un petit peu sur lui. J'ai demandé à un gars que je connaissais, un ami gay, j'aurais pu te le demander à toi aussi, à un moment donné, quel genre de musique qu'on peut retrouver chez eux, quel genre y a-t-il des artistes en humour qui sont prisés, puis il y en a une, j'en nomme une à un moment donné. Là, j'aurais pas été une bonne référence. C'est ça, lui m'en a donné une coupe, mais en même temps, je voulais pas qu'on rentre chez ce personnage-là et que tout soit cliché queer non plus, tu sais, il peut bien écouter du AC/DC pareil, là, ça s'empêche pas, là. Alors, tout ça, j'ai essayé de faire un mix des deux, mais jamais qu'on mette de l'avant que, voilà, je vais parler de la réalité queer. Mais j'ai un personnage queer parce que dans la vie, il y en a plein. Puis je pensais à ça, je me disais comment intégrer ça dans mes romans. Mais j'ai pas osé encore faire un personnage principal gay parce que ou haïtien ou peu importe, parce que là, je pense qu'il faudrait que je fasse des recherches plus approfondies pour savoir vraiment de quoi je parle. Là, voilà. Il y a d'autres romans que tu as mentionnés. Oui, que je t'avais mentionné. Ben, il y a Alice. Oui. Donc, qui est une version un peu trash d'Alice au Pays des Merveilles, là, très onirique, très fantasy urbaine. Là. Un roman, c'est Elisabeth von Arbour l'avait qualifié, ça va être un roman culte. Et en effet, quand j'ai fait mes petites enquêtes dans le milieu du poppy play pour mon prochain roman chez À lire,
il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, c'est grâce à Alice qu'on a pris conscience qu'on était des personnes queer puis qu'on pouvait être fiers de l'être. Ça m'étonne fascinant. beaucoup. Je suis assez... je suis surpris de ça. Agréablement surpris, là, mais très, très, très surpris. Ben, surpris, agréablement aussi pour moi de dire qu'il y a quelque chose à creuser là. Parce que c'était peut-être pas le but du livre, mais tu as réussi quand même à intégrer quelque chose. C'est peut-être parce que tu es quelqu'un de très empathique aussi, puis on croit en tes personnages, il y a de la sympathie pour eux. Et c'est peut-être pour ça que ça a comme réussi à marquer les gens comme ça. Ce serait à creuser. Ben, quand j'avais écrit ça en 2000, quand même, ça fait longtemps, je me rappelle que c'est dans un monde parallèle, justement, où tout est possible, puis les sexualités là-dedans sont... En fait, il n'y a pas de schéma sexuel, il n'y a pas de prévu. À un moment donné, Alice, elle voit justement deux gars qu'elle a vus plus tôt baiser avec des filles, puis là, elle les voit baiser avec des gars, puis elle fait, voyons, je pensais qu'ils étaient gays, et tout le monde éclate de rire en voulant dire, de quoi tu parles, gay, hétéro? Ça n'a aucun sens ici, ces termes-là. Alors moi, c'était ça le but, c'est de montrer que tout ça n'a pas de sens, il n'y a pas de catégorie. Alors, si ça a pu, par la bande, aider des gens à dire, ben c'est vrai, on est ce qu'on est, puis c'est pas important, je suis bien content, mais ça montre peut-être qu'inconsciemment, moi-même, ces catégories-là m'ont jamais ennuyé, en fait. Là, mais dans ce roman-là, c'était important de le montrer encore plus, je pense. Ouais. Est-ce que un auteur hétéro, là, je te l'ai pas demandé, mais j'imagine que tu es hétéro. Je pense que oui. On peut le dire. Non, mais ici, on présume pas les identités et les orientations sexuelles des gens. Alors, est-ce qu'un auteur hétéro peut écrire des personnages ou peut créer des personnages queer? Ben, c'est ce que j'ai essayé de faire, mais je suis allé modestement, comme je disais. Cela dit, ça pourrait être un beau défi. Moi je pense qu'un écrivain peut prendre la personnalité qu'il veut. Moi il y a un discours en ce moment qui dit « Tu peux pas parler de ça vu que t'es pas ci, t'es pas ça. » Moi, je suis pas d'accord avec ça. Un discours sur l'appropriation culturelle. Ben oui, c'est ça. Moi, je me méfie de ça parce que je me dis... d'un côté, on nous demande d'explorer autre chose que nous-mêmes, puis si après ça, on essaye, on se fait dire, ben, tu connais pas ça. À ce niveau-là, je ferai plus aucun meurtre dans mes romans parce que je sais pas c'est quoi tuer quelqu'un. J'ai aucune idée c'est quoi tuer quelqu'un. Je vais trop tard pour commencer. Oui, c'est ça. Ouais. Ben écoute, ça peut être résolution du jour de l'an. On peut donner une liste aussi. Tout le monde va m'envoyer des listes, je le sens. Oh là là. Mais je pense que c'est possible, mais je pense qu'il faut faire comme tout bon écrivain le faisait avant le wokisme et tout ça. Un écrivain sérieux faisait ses recherches, faisait ses... c'est pas nouveau, ça. Mais il faut le faire encore plus. On va encore plus se le faire mettre sous le nez. Mais je pense que si quelqu'un veut parler d'une... Cela dit, je pense quand même que c'est plus intéressant. Pour moi, ce serait plus intéressant qu'un personnage blanc découvre un milieu et que moi-même, je me mette à la place de mon personnage qui découvre un milieu. Mais on peut pas empêcher quelqu'un d'écrire sur ce qu'il veut. Ça, je pense que c'est... La fiction a le droit de... Mais soyons prudents, faisons attention. Mais oui, c'est pas impossible en ce qui me concerne. Parce qu'il y a plein d'auteurs gays qui, pendant des années, ont écrit des hétéros parce qu'ils n'avaient pas le choix, parce qu'ils ne pouvaient pas dire qu'ils étaient gays. Alors, ils l'ont fait, l'exercice. Puis il n'y a personne qui a dit « ils ont de l'air bizarres, ces couples hétéros-là. On n'y croit pas vraiment. » Tu sais, fondamentalement, c'est tous des êtres humains quand même. Fait qu'après ça, bon. Fait que oui, moi, je pense que c'est tout à fait possible. Là. Je suis pas tout d'accord avec ça aussi, j'imagine, avec tout ce qu'on sait déjà. Mais toi, tu écris des personnages hétéros aussi. Et pourtant... Oui, bien, depuis... Je remarque que beaucoup de mes personnages ont un côté queer quand même, même mes postules. Parce que je me suis, en vue de notre discussion, je me demandais quel couple hétéro que j'ai mis en scène dans mes histoires de même. Puis finalement, j'en ai trouvé un, qui c'était une novella de science-fiction qui s'appelait Pour l'honneur d'un homme, mais c'est deux post-humains. Donc, c'est une sorte de... Il y a un post-humain qui ressemble un peu à une momie archéologue, puis qu'il est amoureux d'une sorte de louve humanoïde, tu sais. Alors, bon, oui, c'était très hétéro, mais c'était très queer aussi. Donc, il y avait à côté, c'est ça. Mais en même temps, l'histoire était très romantique parce que le défi que je m'étais fixé, c'était de raconter une histoire où deux personnages sont en amour, mais ils n'osent jamais se l'avouer, mais il fallait que le lecteur le comprenne. Tu sais. Donc, j'ai tendance à beaucoup plus aller vers les personnages queer. C'était plus naturel aussi, mais je me suis rendu compte que j'aime bien les mettre en relation avec des hétéros. Oui. Aussi, montrer des fois d'autres amitiés ou tout ça. T'as pas bien le choix parce que si tu fais les hétéros existent. Ben oui, parce que ça, dans la réalité, il y a quand même plus d'hétéros que d'homosexuels. Fait que t'as pas le choix. Si tu fais un monde réaliste dans lequel tout le monde est gay, le monde va faire... C'est un peu étrange quand même. Là. À moins que ce soit un roman qui se passe tout dans une soirée d'amis gays, là, évidemment. Ou dans un milieu gay. Ou dans un milieu très, très gay, puis on l'ensemble. Ben c'est ça. Puis elle a tendance à montrer des ponts avec l'autre, tu sais, parce que je trouve que c'est important, c'est intéressant comme auteur, en effet, d'effleurer ça, tu sais, d'explorer d'autres réalités que la nôtre. Mais aussi, c'est peut-être mon petit côté, j'aime ça les films de Miyazaki, là, tout le monde peut nouer des liens avec l'autre, c'est bon pour la santé. Alors, des fois, donc, juste des milieux qui seraient strictement gays là, ou queer, mais j'aime ça faire des petits ponts pour montrer, mais on peut se faire des amis ailleurs aussi et avoir bien du fun. Oui, tout à fait. Ouais.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Discussion. Eh bien, on poursuit cette discussion justement avec Patrick Sénécal et Philippe Aubert-Côté. On parle de littérature de ce genre, de l'imaginaire, et on parle justement, on a terminé la discussion sur qui peut écrire sur qui, hein, parce que c'est toujours une question dans notre monde maintenant. Alors, quand on est un auteur, on en a parlé un petit peu, mais quand on est un auteur qui s'identifie hétérosexuel et qu'on a inclus des personnages queer, comment fais-tu ta recherche pour aller justement décrire ces personnages-là, les créer? Ben c'est ça. Comme c'est pas les personnages principaux, là-dessus, je suis assez safe. J'ai pas, mais je me renseigne quand même. Dans ceux de là-bas, je me suis renseigné sur justement, comme on va dans son appartement, à un moment donné, il se met des t-shirts d'artistes. Je me dis, bon, j'avais demandé à un ami quel genre d'artiste qu'il peut aimer, quel genre... Y a-t-il un artiste dans le milieu du mot là, que le milieu queer aime beaucoup? Puis il m'avait nommé une fille dont le nom m'échappe en ce moment. Elle avait fait d'ailleurs... elle a fait en histoire, elle était en histoire, puis elle a fait un spectacle là-dessus après, là, où elle déboulonnait les Picasso et tous ces peintres-là pour montrer à quel point c'était la peinture très, très gars, très misogyne et tout ça. C'était assez intéressant, en fait. Fait que je fais ça, mais... Le risque de ça, c'est qu'il faut bien balancer ça, parce que pour moi, il ne faut jamais qu'un roman ait l'air d'un moment de « voici les recherches que j'ai faites, voici je vais vous montrer que je suis un auteur responsable et j'ai fait mes recherches ». Il faut que tout ça s'intègre assez bien dans... et quand il y a une scène à un moment donné, justement, puis dans un autre de mes romans, à la fin aussi, il y a une scène d'amour à un moment donné où ils se parlent, puis ils s'embrassent, puis mon personnage, dans ceux de là-bas, à un moment donné, il voit que l'autre, il dit « je le vois, ton chum », puis il s'excuse, puis là, l'autre, il part à pleurer, puis il est en colère en même temps après lui. Je me suis dit, ça, à mon avis, les scènes, les émotions qui s'échangent, que tu sois queer, gay, hétéro, tout ça, ça marche pareil. Je veux dire, la colère, la jalousie, la peine, l'amour, la fierté... Peu importe de quel bord que t'es, pour moi, il n'y a pas... C'est l'émotion qui parle à l'état brut de toute façon. Fait que ça, pour moi, je le traitais de la même manière que si c'était un gars, une fille ou deux gars. Après ça, bon, pour certains détails que je n'ai pas explorés encore, plus dans... J'ai pas parlé de pratiques sexuelles comme telles. Je connais pas ça. Puis si je voulais parler de ça, il faudrait que je m'informe de ça vraiment. Ouais. Mais je ne suis pas allé jusque-là. Je suis prudent jusqu'à maintenant dans mes... Je ne vais pas parler de quelque chose que je connais pas, là, quand c'est précis. Puis, en fait, je trouve ça intéressant parce que moi, comme auteur, j'ai beaucoup décrit des scènes d'amour entre deux hommes, mais j'ai aussi fait entre hommes et femmes et entre deux femmes, puis Dieu sait, je ne suis pas lesbienne. Mais parce que tu en entends parler beaucoup plus. Oui, mais par contre... Ça, on l'a vu au cinéma. Puis, moi, je dis toujours que c'est la seule affaire qui est différente, c'est comment on utilise la plomberie. Parce que le reste, c'est la même chose. Hein? Mais j'imagine, tout à fait. J'aimerais ça t'amener parce que c'est un sujet que Philippe Aubert avait mentionné, la place et surtout la représentation des personnages queer dans la littérature et dans la littérature de genre et de l'imaginaire en particulier. Vas-y, est-ce que tu avais quelque chose à dire là-dessus? Les personnages queer. Ouais. Parce que... Y en a-tu beaucoup? Puis il y a eu une évolution à un moment donné, les personnages queer. Bien, surtout, moi, je pense à l'horreur, au fantastique, étaient des personnages, bien, on était souvent les antagonistes. Oui. Puis on le voit dans les films... Le silence des agneaux. Le silence des agneaux, par exemple. Là, même, bon, il y a quelqu'un qui soupçonne même qu'Hannibal Lecter est homosexuel, tu sais. Et puis, avant de... Puis, ben, pourquoi, là? Ah, ben oui, il est sûrement homo, avec ce qu'il a fait, tu sais. Le personnage de Buffalo Bill, tu sais, qui est trans, mais peut-être pas, ou on sait pas trop. En tout cas, bon, on est négatif. Ou j'en passe à un de mes classiques, tu sais, encore côté cinéma, là, seulement, là, mais histoire de fantôme chinois, où l'antagoniste qu'on appelle la matrone, là, est comme une dame jouée par un acteur masculin. Et dans la version en cantonais, là, quand elle parle, ça commence par des paroles féminines, ça finit par des paroles masculines, puis ça change, tu sais, donc, parce que c'est comme un démon, il n'y a pas de sexe, et tout ça. Donc, évidemment, tu sais, le personnage est queer, tu sais, tout ça. Puis, il y a quand même... Et on avait ce côté-là, on était négatif, puis des fois... tu sais, je t'avais déjà parlé de Hellraiser, de Clive Barker, un peu, où il y a des démons, les Cénobites, que quand on regarde le film puis qu'on se dit, OK, c'est une communauté queer qui fait juste inviter des gens à goûter des plaisirs pervers, tout ça. Le film marche, tu sais. Et là, ce qui est intéressant, c'est que, oui, on est les antagonistes, mais on est fascinants en même temps. Ouais. Il y a comme eu un début de mouvement, là.
Oui. C'est un peu, Puis de toute façon, je veux dire, à un moment donné, c'était trop clairement les méchants, puis ils étaient méchants parce qu'ils étaient gays, puis tout ça. C'est là que c'était agaçant. le film d'Hitchcock. Mais oui, c'est ça, exact. Mais c'est intéressant que les antagonistes soient gays aussi, parce que si on veut que ce soit égal, ben, tout le monde peut être un antagoniste, tout le monde peut être un héros, tout le monde peut être... Mais à un moment donné, c'était leur homosexualité qui rendait méchant. Voilà. Et là, ça, c'était plus un problème, effectivement. C'était de la perversion. Oui, c'est de la des perversion. pervers, Exactement. Tout à fait. Dans la littérature d'amour ou contemporaine, souvent, ça a commencé, ils finissent par se suicider, ça va mal, ils sont malheureux. Il y avait comme une représentation très négative des personnages queer. Il y a même un essai qui s'appelle « L'ado, la folle et le pervers sur la représentation des personnes queer au cinéma pour montrer que pendant longtemps, ça a été les 3 représentations archétypiques. Merci. Oui. Les chaussettes de l'archiduchesse, blablabla. Donc, l'ado, comme James Dean, qui sait pas, qui est indécis, tout ça, il finit par se suicider. La folle, elle est sympathique, mais elle est folle. Mais ça, c'est Michel Serrault dans La cage aux folles. Puis le pervers, ça, c'est Buffalo Bill dans Le silence des agneaux. Ou Salaud, puis les 120 jours de Sodome de Pasolini. Oh boy. Voilà, sont là toutes. Il n'y a plus... Voilà, c'est la perversité à l'état pur. Mais il y a des films d'horreur aussi qui sont queer, mais pas... De façon, sans qu'on s'en rende compte, comme tu es au courant de ça, je suis sûr, voyons, la suite de Nightmare on Elm Street, le deuxième, qui met un personnage qui est très limite, justement, qui est une espèce de Scream, comment on appelle ça? Scream King. Les Queen Scream, là, mais c'est un gars, la manière qu'il crie, c'est comme les filles d'un film d'horreur, puis il y a tout un sous-texte gay à ce film-là. Il est devenu très populaire chez les gays parce qu'il y avait ce sous-texte-là, mais qui n'a jamais été présenté comme ça. Le film n'a jamais été présenté comme un film queer, mais ceux qui étaient un peu... qui était un peu à l'affût de ça. Moi, c'est des années plus tard que j'ai réalisé ça. Quand j'ai vu à l'époque, j'étais un ado, j'ai jamais pensé à ça de ma vie. Sur le coup, je n'avais pas allumé, mais en revanche, c'est le deuxième, donc Freddy. On voit qu'il est différent. Il y a un prof d'éducation physique qui va dans des boîtes de nuit sadomasochistes. Puis on remarque que dans beaucoup de films d'horreur, c'est classique. Là, il y a beaucoup de madame tout nue. Là, il y a beaucoup de douche gars. Avec des gars, de douche avec des gars, puis des gars en bobette blanche. Là, très, très, donc, un film à voir. Un film à voir. Et d'ailleurs, les autres suites, après, ont quasiment ignoré ce deuxième segment-là, comme si ça a créé un malaise dans la communauté d'horreur. On est des années 80 quand même, là, ça fait longtemps. Et tous les autres Freddy, après, c'est comme si ce deuxième-là avait jamais existé. Il faut que je te parle. Le vampire, vous avez dit vampire. Oui, le premier, l'original. Le premier original avec Sarandon puis Roddy McDowall. Là. Oui. Il y a beaucoup de sous-entendus queer dedans. Puis, avec les deux voisins, là? Avec les deux voisins. Le vampire puis son aide, qui l'enlace d'une façon. Je trouvais ça intéressant, le fait que c'était une gang d'ados qui se doit défendre contre des vampires qui vont quand même chercher Roddy McDowall, qui était homosexuel. Oui. Puis le personnage, on le sait pas trop. Et j'y voyais un sous-texte intéressant, là, en tordant un petit peu. Là, c'est que c'est une petite gang d'hétéros qui doit se défendre contre 2 méchants homosexuels, mais ils vont quand même chercher l'aide d'un autre homosexuel pour... c'est vrai que c'est intéressant. Puis après, tu sous-entendus des dialogues. Même quand je l'ai vu jeune, moi, déjà dans ma tête, c'était clair que les deux vampires, moi, j'ai dit, ils sont gays, là. Pour moi, c'était clair qu'ils étaient gays, là. Puis ça me dérangeait pas pour tout. Je trouvais ça bien le fun, puis bien l'autre. Bien avant Anne Rice, là. Ouais, c'est ça. On parle beaucoup, donc, de cette nouvelle façon de voir les personnages queer. Le danger, c'est qu'on le sait présentement que la situation n'est pas toujours très facile, surtout pour les personnes des communautés trans et non-binaires. Les médias sociaux regorgent, en fait, Bon, on pourrait parler des États-Unis, mais en tout cas, on n'ira pas là. Et des fois, j'ai l'impression que, on a dit, on va arrêter d'avoir des personnages qui sont malheureux, des personnages méchants, on va donner un beau rôle, mais là, à ce moment-là, on n'ignore pas aussi une réalité qui existe, là, que c'est toujours pas aussi facile d'être queer. Peut-être, je sais pas. Je pense qu'il faut faire un balancement entre les deux. Je pense quand même que c'est bien de montrer... je pense que ça fait du bien aux acteurs, aux actrices, puis à tous ces gens-là d'être représentés dans des films où ils sont épanouis puis ils sont heureux. Je pense que c'est un besoin à un moment donné que le milieu avait de ça. Maintenant, si on montre toujours qu'ils n'ont pas de problème, que tout va bien, que oui, ça peut être un autre problème, effectivement. Je pense qu'il faut juste faire l'équilibre. Je pense que il faut qu'ils vivent dans leur vie des problèmes. Même un film avec des personnages hétéros qui sont complètement heureux, que tout va bien, ça va être plate. Il faut qu'il leur arrive des problèmes de toute façon. Alors, ils peuvent être épanouis, mais il leur arrive des problèmes, ils ont des drames, ils ont des conflits. Alors, faisons la même chose avec des personnages gays qui peuvent être épanouis dans leur sexualité, que tout va bien,
mais qui ont des conflits, qui ont des problèmes, qui ont des préjugés. Ça peut faire partie de leur vie, comme un hétéro a ses propres problèmes dans ses films aussi, là. Moi, de toute façon, les lunettes roses dans n'importe quel film, que ce soit hétéro ou gay ou queer, peu importe, j'ai jamais cru à cette façon rose-là de voir la vie. Fait que faut qu'il y ait des problèmes, faut qu'il y ait des tensions, de toute façon. Toi, t'as des lunettes noires. Ouais, ben moi, c'est peut-être un peu trop noir, les miennes, là, mais c'est ça. Philippe Aubert, est-ce que tu penses que c'est important de quand même garder cette réalité à l'esprit? Je rejoins beaucoup Patrick là-dessus. Puis je me souviens que pour mon roman de fantasy, Le sculpteur de vœux, j'avais été marqué par les réflexions de Bret Easton Ellis. Tu sais, il me donnait des exemples de ce qu'il appelait des films, lui, post-gay. S'il voulait dire par là, des intrigues où tu as des personnages qui sont queer, tout ça, puis ça tourne pas autour du coming out ou leur difficulté d'être gay. Ils vont affronter d'autres problèmes. Puis je dis, oh, c'est intéressant. Puis j'ai beaucoup appliqué ça pour Le sculpteur de vœux. Tu sais, il y avait des personnages queer, ils sont queer, ils vivent des trucs de queer, tout ça, mais l'intrigue tourne pas autour de leurs difficultés liées à ça. Là, récemment, comme tu dis, j'aime bien la notion d'équilibre parce que je voulais poursuivre dans cette voie-là, mais avec la situation actuelle, tout ça, je me suis dit, moi, il y a peut-être d'autres questions qu'il faut aborder au venir. C'est dur de passer à côté, ne serait-ce que pour être réaliste. Ouais. Et là, je trouve beaucoup intéressant les discussions sur c'est quoi la masculinité en ce moment. C'est quoi qui la définit, tout ça. Puis j'aime ça aborder ça avec mes personnages. De voir, de dire, OK, c'est peut-être pas les problèmes par rapport au fait qu'ils soient gays, mais par rapport à quelle sorte de masculinité qu'ils veulent faire. Ouais. Si elle est toxique et que ça leur nuit, comment ils peuvent s'en affranchir et en construire une autre? Je trouve ça intéressant à aborder. Ben, on a presque terminé. J'aimerais quand même te remercier, Patrick. Dans des projets? Ah oui, toujours. Je suis en train d'écrire un roman en ce moment qui devrait sortir l'automne prochain. Puis il y a bien du monde dans ce roman-là. Il y a toutes sortes de monde dans un club, justement. Fait que oui, il va y avoir des personnages queer là-dedans, c'est sûr. Ça ne sera pas mes personnages principaux, mais il y en a qui vont faire leur apparition, qui vont passer, qui vont venir mettre leur grain de sel. Clairement, oui. Ah, ben on va espérer un livre avec un personnage principal. Quoi. Je sais pas si je vais avoir l'audace ou la... Je sais pas, genre... On va travailler là-dessus. Je serais imposteur un peu. On va travailler. Vous allez me travailler, hein? On va travailler, okay. Mais je suis sûr que ça va être bon. Philippe Aubert, rapidement, tu publies quelque chose bientôt? Oui, j'ai 2 romans pour bientôt. Là. Un roman d'horreur campé dans la science-fiction qui s'appelle La maison au tatouage d'encens, donc prévu chez Alire, où c'est très queer. Il y a beaucoup de monstres queer à la Clive Barker là-dedans. Puis là, j'en termine un autre pour la collection Mi-temps. C'est des petites nouvelles-là et ça se passe dans le milieu du poppy play. Donc, j'ai hâte de lire ça. Ça serait pour le printemps, si tout va bien. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Patrick Sénécal, beaucoup. Philippe Aubert côté. Merci beaucoup et joyeux Noël. Merci, toi aussi. Toi aussi. Et puis après la pause, nous, on va parler d'un Noël queer bienveillant. Oui, c'est possible, malgré tout. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin-Chabot. Dans cette deuxième partie, on va parler d'un Noël queer et bienveillant. Discussion. Joyeuses fêtes! Ben oui, on est à l'avant-veille de Noël pour ceux qui nous écoutent en diffusion, première diffusion le 23 décembre, et puis peut-être après pour les autres, mais c'est pas grave, c'est le temps des fêtes. Joyeuses fêtes. C'est plus facile à dire qu'à faire, surtout pour les personnes queer. Avec la montée de la haine envers nos personnes, avec les personnes de la diversité sexuelle et de genre depuis quelques années, et la polarisation de l'opinion publique que la réélection de Donald Trump aux États-Unis a exacerbé, même jusqu'ici au Canada, le climat devient parfois orageux pour les personnes queer. À l'arrivée des fêtes, lorsque les parties de famille ou de bureau s'organisent, c'est souvent très arrosé. Les discussions peuvent même devenir de micro-agressions.
voire carrément toxiques pour les personnes de la diversité sexuelle et de genre. Et pour en discuter, nous recevons au téléphone Julie Maude Beauchesne, qui est intervenante psychosociale spécialisée sur les questions de la diversité sexuelle et de pluralité des genres et des réalités amoureuses et sexuelles alternatives. Salut Julie Maude! Bonsoir, Denis Martin. C'est un plaisir de te recevoir. Oui, on va aussi aller du côté du Nouveau-Brunswick. Pascal Joël Fortin-Daigle est propriétaire et personne consultante principale chez Hello Gender, une firme qui offre des services de consultation et de formation en diversité, équité et inclusion. Salut! Salut, salut. Merci de m'avoir. On est content de te revoir cette année parce que c'est la dernière fois que tu participes à notre discussion de Noël, oui. Et puis Adam Desragons, qui est créatrice de contenu non-binaire et diplômée en sexologie. Salut. Salut Denis, merci de l'invitation. On t'invite, toi, parce que tu as écrit un guide du Noël queer, c'est ça? Un guide de survie. Du temps des fêtes en tant que personne queer, oui. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour en discuter. Allons-y donc. Pourquoi Noël peut-il être une période difficile ou délicate pour les personnes queer et LGBTQ+. On va commencer par toi, Adam. Oui, bien en fait, ça peut être une période plus difficile parce que, premièrement, le coming out, c'est pas quelque chose qui est accessible à tout le monde, tout dépendant des croyances des familles. C'est pas tout le monde qui a la possibilité de pleinement s'exprimer sur son queerness, que ça l'arrive très tôt dans sa vie ou plus tard dans sa vie. Il n'y a pas d'âge pour être queer et s'affirmer en tant que personne queer. Mais ça peut, des fois, avoir un certain sentiment d'écart entre la famille, qu'on connaît ces systèmes de croyances, puis peut-être des fois, on se limite parce qu'on a des idées préconçues, des discours qui, à chaque temps des fêtes, se fait aller. Fait que ça peut être plus difficile pour une personne queer au niveau de l'acceptation et d'afficher ses vraies couleurs quand son monde interne change autant rapidement. On va aller au téléphone, Julie Maude. Oui, c'est sûr. Le temps des fêtes, c'est quelque chose qui peut être stressant pour certains. Moi, dans ma pratique privée, j'ai des gens, justement, qui consultent, pas nécessairement expressément pour ça, mais au cours des consultations, me disent oui, ça me stresse beaucoup. Ça va être mon premier Noël en tant que, par exemple, après ma transition, après mon coming out. C'est pas tout le monde dans la famille qui est au courant, ou je vais peut-être avoir à faire des coming out sur place. Donc oui, en effet, c'est une période très stressante pour plusieurs d'entre nous. Pour d'autres, ça peut l'être beaucoup moins, puisqu'on peut être dans des familles très accueillantes au niveau de la diversité sexuelle et de genre. Donc, c'est sûr, ça dépend dans quel type de famille on a la chance d'évoluer, mais pour certains, en effet, avoir des trucs pour être très aidant. Pascal Joël, toi, t'en dis quoi? Est-ce que c'est difficile de tenter? Ouais. Oui, je partage la même opinion que Adam et Julie Maude. Puis, on parle souvent de la personne en tant que telle, mais il ne faut pas oublier aussi la famille quand les parents sont supporters, sportifs, mais pas le reste des gens autour d'eux. Ça peut être complexe de naviguer tout ça. Puis, tu sais, on entend souvent dire, est-ce que, je force mon enfant à vivre des situations ou est-ce que je me rétracte de la famille, mais là, ça va faire de la peine à la tante ou à l'oncle ou à la grand-mère. Fait que c'est pas évident pour tout le monde, ces situations-là, mais il y a quand même des familles où ça se passe mieux que d'autres. Oui, c'est vrai. J'aimerais quand même ramener, parce qu'en ouverture, j'ai parlé du climat qui a quand même beaucoup changé, et peut-être plus depuis le 5 novembre cette année, avec la réélection de Donald Trump. Et on dirait qu'il y a comme un discours, tu sais, les gens se disent, ben là, on ne peut plus rien dire, fait que là, on va dire ce qu'on pense, puis c'est comme ça que c'est, tu sais, puis moi, je dois dire que, je vais le dire, là, moi, dans ma propre famille, parfois, j'éprouve de grands malaises, un grand inconfort, puis j'ai plus le goût de me disputer avec les gens sur ces questions-là, puis je sais plus comment est-ce qu'on vit ça, comment est-ce qu'on fait pour passer au travers. Je pense que je vais lancer Julie Maud, parce qu'on avait parlé en préparation de ça, oui. Comment on fait? C'est une très bonne question. Il peut y avoir plusieurs stratégies, soit qu'on s'arrange pour éviter le sujet. Ça peut être une optique.
En contrepartie, ben c'est ça. Souvent au dîner, au souper de Noël, ce genre de discussion-là vient à la table. Au niveau politique, on s'entend ce qui se passe aux États-Unis nous influence beaucoup. Il y a des discours anti-LGBTQ+, je dirais même surtout anti-trans et non-binaires. Je pense que les minorités trans et non-binaires sont plus affectées ou plus visées. Hein? On est dans un clivage pour ou contre les droits des personnes trans, là, comme si on avait le droit de vie ou de mort sur nos réalités. Donc, des fois, ça peut être un peu très, très inopportun, plutôt très insécurisant de se lancer là-dedans, où on sent qu'on est visé directement. Fait que c'est une très bonne question qui est posée. Outre éviter le sujet, il y a plusieurs stratégies qu'on pourrait mettre en place. Donc, je pense, dans un mode justement plutôt de poser des questions aux gens. Hein? C'est comme, OK, mais pourquoi vous pensez ça? Pourquoi vous croyez ça? Qu'est-ce qui vous amène à avoir telle réflexion? Ça peut être une bonne idée parce que des fois, on peut sauter vite sur nos grands chevaux aussi quand on est en mode défensif. Ouais. Et créer... envenimer le conflit, alors que si on prend le temps de comprendre pourquoi les gens arrivent à telle conclusion, telle prise de positionnement, etc., ben on peut plus avoir un dialogue et intervenir, dire ouais, mais si je t'amène tel éclairage, peut-être que les informations que tu as sont pas vraiment juste sur nos réalités. Là. Donc, mais ça fait partie des appréhensions que les gens peuvent avoir. Là, j'ai nommé Donald Trump, etc., mais il y a quand même une certaine prévalence d'un discours assez difficile. Puis, tu sais, je sais pas, on dirait que les gens se rendent pas compte de ce qu'ils disent peut être blessant. C'est des appréhensions que tu vois, toi, Adam, de ton côté? Oui, puis en fait, pour faire du pouce, oui, je pense que c'est important des fois d'aller démystifier certaines croyances dans sa famille, mais ça vient avec une certaine charge mentale et une charge émotionnelle. Et durant le temps des fêtes, c'est pas toujours le chapeau qu'on veut porter. On veut célébrer comme tout le monde et passer un moment qui n'est pas rempli d'une charge éducationnelle. Souvent, le rôle d'une personne queer, c'est de vivre pleinement son identité, mais aussi d'en faire de l'éducation. Et il se faut des fois avoir des moments de bien-être, et le bien-être peut passer par la célébration. Dans le guide de survie queer que j'avais fait, je l'ai devant moi, j'avais noté, premièrement, à se poser des questions de préparation avant d'aller à ces festivités-là. Premièrement, à savoir, est-ce qu'on a envie d'être accompagné? Est-ce qu'on veut être accompagné d'un partenaire amoureux, amoureuse ou d'un ami pour le temps des fêtes? Déjà là, ça peut peut-être alléger si on a quelqu'un qui est sensible à notre réalité, qui nous accompagne. Après ça, y a-t-il des sujets qu'on souhaite pas aborder ou s'il y en a, jusqu'à où qu'on souhaite qu'ils soient abordés? C'est correct de des fois effleurer certains sujets qui peuvent toucher à notre transidentité, non-binarité, orientation sexuelle, mais de pas faire le livre ouvert pour autant. Après ça, est-ce qu'il y a des sujets justement qui sont inconfortables ou qui peuvent amener certains triggers, mais au moins juste faire la préparation avant de se poser ces questions-là peut nous aider à, quand ça arrive, pas se sentir en état de trigger, en état d'inconfort profond, parce qu'au moins, on s'est déjà préparé un peu avant, puis on sait un peu plus comment je peux adresser ça si je sais à la base que ce sujet-là, j'ai pas envie de l'aborder. OK. Ouais. Je vais lancer, Pascal, toi, t'en dis quoi, là? Est-ce qu'il y a des sujets, est-ce que tu vois qu'il y a des gens qui ont des appréhensions, puis qu'est-ce que tu leur dis? Puis là, on parle d'appréhension au sujet de nos orientations ou de nos identités. Moi, je suis pas une personne trans, mais mon Dieu que je me fais lancer ça régulièrement dans des réunions de famille et tout ça. Je me dis, ça me tente pas de discuter de ça. Hein? Ouais, c'est complexe parce que, tu sais, comme Adam l'a mentionné, on est souvent vu comme les personnes qui doivent éduquer parce qu'on le vit au quotidien, mais on veut juste célébrer, on veut juste avoir du plaisir. Puis, je vais faire du pouce un peu sur l'accompagnement d'un ami ou d'une partenaire au temps des fêtes et avoir un réseau de gens qui sont autour de nous puis qui nous supportent peuvent aider grandement, que ce soit un parent, que ce soit un ami, que ce soit un cousin, une cousine ou autre, quelqu'un avec qui on peut justement vraiment connecter puis qui comprend mieux notre réalité ou du moins qui est ouvert à nous entendre, puis d'être là pour un peu, pas faire la police, mais en même temps, si nous, on n'a pas l'énergie de répondre à ces questions-là, tu sais, au moins, on n'est pas tout seul à faire cette bataille-là ou cette confrontation-là, si vous voulez. Puis ça peut grandement aider. Puis il ne faut pas se rappeler, je ramène un peu au début de la conversation quand vous mentionnez
la rhétorique sur l'anti-trans puis tout ça, faut se rappeler également que c'est juste la pointe de l'iceberg comme discussion. Oui, présentement, c'est nous qui sous les feux, la communauté trans, la communauté non-binaire, mais reste que le problème est beaucoup plus large que ça. Euh, Puis c'est pas. Le temps des fêtes n'est pas un lieu pour jaser de tout ça. C'est ça, on est là pour avoir du fun, du plaisir, puis faire le party comme tout le reste de la gang, là. Fait que, si on peut éviter des discussions trop intenses comme ça, pour tout le monde, c'est mieux. Nous, on disait dans mon temps, parce que je vais me dater, là, j'ai 63 ans. Dans mon temps, on disait on ne parle pas de politique, de religion, ni d'argent dans les discussions de famille. Puis là, maintenant, on dirait que tout ça, c'est ce qui vient partout. Est-ce qu'on peut d'avance dire à notre famille, écoute, moi, je vais y aller là, au party, là, on peut-tu ne pas discuter de ça, ça me le tente pas. On peut le dire d'avance, mais on peut aussi trouver des membres dans notre famille qui sont alliés ou du moins sensibles à notre réalité. Si je peux y aller dans l'anecdotique, j'ai changé mon nom récemment, depuis 2 ans, puis c'était mon premier Noël, le Noël passé, avec mon nouveau nom, dans un party de famille en région, en Gaspésie, qui n'était vraiment pas... qui ne connaissait pas la réalité non-binaire, le pronom « yel », puis un changement de nom. Ouais. On partait de loin, mais pourtant, j'ai eu tellement une bonne réceptivité parce que j'ai demandé à mes parents, je vais venir, j'ai vraiment envie de connecter, mais j'aimerais que vous me supportez, que vous en parlez à ma famille, à vos oncles, à vos tantes, à vos frères et sœurs, avant que j'arrive. Et s'il y a des erreurs, c'est correct, on est humains, je les aime, ils m'aiment, puis je pense que l'amour, c'est de permettre à l'autre de grandir avec soi. Fait qu'il y a un terrain de jeu où il peut y avoir un compromis, on n'est pas dans la perfection, mais quand même, tu sais, si tu as des petits alliés autour de toi, déjà là, ça peut t'aider. Julie Maude. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec les stratégies qui sont avancées jusqu'à maintenant. Il y a une autre qui n'a pas été mentionnée, peut-être aussi la stratégie d'éviter l'éléphant dans la pièce. Donc, si on veut éviter qu'il y ait un éléphant dans la pièce rendu au party de Noël, puis que c'est notre première Noël en famille après qu'on a fait sur notre transition, notre coming out, etc., peut-être faire justement les coming out plus tôt qu'à Noël, tu sais, envoyer une lettre, envoyer des courriels pour expliquer la situation, tu sais, faire un dévoilement comme ça, puis expliquer comment nos souhaits pour le réveillon, puis dire qu'on aimerait justement, comme mes collègues l'ont mentionné, dire, moi je vais être là pour avoir du fun, réveillonner, parler de toutes sortes de choses, mais que si les gens veulent en parler de ma situation directement, qu'en d'autres moments, en d'autres lieux, ça me fera plaisir d'en parler, mais que cette soirée-là, je préfère la garder pour célébrer. Là. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Discussion. Alors, on est justement notre belle discussion d'avant Noël ou pour les fêtes, en fait, sur est-ce que c'est possible d'avoir un Noël queer et bienveillant, ou du moins un Noël bienveillant, peut-être pas toujours queer. Et on reçoit donc Julie Maude de Beauchesne, intervenante psychosociale, Pascal Joël Fortin-Daigle, qui est propriétaire et personne consultante principale chez Hello Gender, et Adam Deragon, créatrice de contenu non-binaire et qui a écrit le livre Le Guide de survie queer. Non, je me trompe tout le temps. L'article. Oui, Guide de survie dans le temps des fêtes en tant que personne queer. Oui. C'est fou parce que je l'ai vu, puis je me dis, il faut qu'on l'invite, puis j'arrive pas à me rappeler du titre, mais ça, c'est typique de moi, ça. En fait, c'est ce qui fait mon charme qu'on dit en ondes. Non, c'est pas vrai. J'ai complètement pas suivi... Julie, tu ris, je sais. J'ai complètement pas suivi le plan de match de l'entrevue parce que c'était intéressant d'aller tout de suite sur ces façons, ces stratégies pour nous protéger. On a beaucoup parlé de coming out, mais je peux parler de gens comme moi, dans mon cas, où on a fait notre coming out depuis longtemps, mais c'est toujours des choses qu'on sait que c'est sous-jacent, puis des fois, ça nous rend terriblement inconfortables. Donc, on a ces stratégies de dire, là, ce serait peut-être le fun qu'on ne discute pas de ça, ou si on en discute, qu'on mette nos limites. Est-ce
Ce serait quoi votre conseil aussi pour les personnes qui organisent ces réceptions de Noël, sachant que vous avez une personne queer dans votre sein? Cette fois-ci, je vais lancer Pascal. Oui, c'est ça. Je vais lancer Pascal Joël en premier, oui. Oui, certainement. Si on reçoit chez nous, l'idéal, c'est de créer un espace sécuritaire pour tous. Puis ça passe autant par la décoration que par les photos que vous affichez, que par la façon que les gens vont interagir entre eux quand vous recevrez les gens à la maison. Je l'ai mentionné la dernière, mais je pense que ça vaut la peine de le réitérer. Tu sais, quand je parle de photos, si vous avez une nièce qui est trans, puis, tu sais, c'était male to female, là, faites la transition, puis tout ça, puis que vous affichez des photos de famille dans le temps, ça peut rendre, bon, cette personne-là mal à l'aise de se voir, puis, tu sais, d'ouvrir la porte un peu à des discussions qui seront pas agréables à avoir, parce que là, ah, t'étais beau quand t'étais jeune, comme ça, tu sais, il peut y avoir des commentaires qui pourraient sortir. Fait que de porter attention aux photos qui sont affichées dans la maison, c'est une chose qu'on pense vraiment pas, mais qui peut avoir un très, très grand impact. Puis il faut se rappeler également que, tu sais, en tant que famille, puis en tant que, tu sais, n'importe quoi, que ce soit la famille par sang ou que ce soit la famille choisie, hein, parce que les deux sont autant importantes l'une que l'autre, que le temps des fêtes, c'est encore une fois, c'est l'amour, hein. On est là, c'est pas des obligations. Donc, si toi, comme personne queer, ta tante full transgenre organise une réception, ben, t'es pas obligé d'aller, tu sais. Les obligations outweigh pas ta sécurité, puis c'est ça, c'est toute la question de l'amour, puis d'être reçu et accepté pour qui on est à 100%. Je t'entends, Julie. Tu voulais ajouter quelque chose? Oui, ben c'est ça. Si c'est nous qui organisons la soirée, ben on peut choisir qui on invite aussi. Oui, c'est un fait. C'est ça. Puis si on voit qu'il y a des gens qui sont très inconfortables ou qui sont justement pas très désireux, c'est notre désir en tant que personne alliée et d'offrir un espace accueillant et bon sécuritaire. Là, safe space, c'est toujours relatif, on s'entend, mais au moins, si on sait qu'il y a des personnes qui peuvent être, déplacées, si je peux utiliser ce terme-là, tu sais, ça peut soit leur passer le message à l'avance ou carrément pas les inviter. Puis aussi, j'irais plus loin parce que je voudrais dire qu'il n'y a aucune obligation à prendre part au souper de famille. Tu sais, oui, la famille, c'est une valeur qui est souvent véhiculée comme étant importante, mais en même temps, je veux dire, il y a un concept super intéressant dans les communautés LGBTQ+, qui a été développé avec le temps, qui est celui de famille choisie. Mm-hmm. Et puis, c'est ça, le mot le dit, famille choisie, donc c'est pas nécessairement notre famille biologique, ou du moins dans notre famille biologique, on peut juste choisir avec qui on aime passer du temps également. Donc, si on veut organiser une soirée, on peut... pourquoi pas le faire avec des amis également, ou partiellement famille, mélange amis, ou... tout ça, ou si on va dans une soirée où on peut avoir un peu d'hostilité, certains ont mentionné justement d'avoir des alliés, donc c'est super important. D'en faire des alliés, c'est un peu aussi notre famille choisie en général. Donc, je pense que c'est un concept qui peut être important, puis à laquelle on mériterait de donner le plus de valeur, parce que j'en connais beaucoup dans la communauté pour qui la famille choisie est nettement plus importante, avec lesquels ils sont nettement plus proches que la famille biologique, ils sentent ces personnes-là, ses amis, ses proches, avec des liens beaucoup plus serrés qu'avec la famille biologique. Donc, pourquoi pas un Noël en famille choisie cette année? Oui. Et si ça va pas bien, Adam, qu'est-ce qu'on fait? Quand on se rend compte que là j'en ai assez, là, les microagressions, et surtout parce que tu l'as nommé tout à l'heure, la charge mentale de devoir constamment éduquer les gens alors que c'est une célébration de Noël, là. Mm-hmm. Tu sais, ça se peut que justement, tu as fait tous les exercices avant de te poser les questions, où sont tes limites, te préparer mentalement, te faire une visualisation positive, que tout va bien se passer, puis sur le coup, ça se passe pas comme tu l'aurais imaginé. Rien t'empêche d'aller premièrement, aller prendre des pauses aux toilettes, aller dehors, respirer, te recentrer,
puis de voir, OK, comment je me sens, je fais un petit check-in à l'intérieur de moi, qu'est-ce que ma petite voix me dit, c'est quoi mon besoin? Est-ce que c'est juste de prendre un petit 5 minutes dehors? Des fois, ça fait juste du bien de se retrouver, se recentrer, laisser les autres peut-être faire justement la job pour soi, puis pendant que t'es parti dehors, ben ta tante va dire à ton oncle, ça se dit pas qu'est-ce que tu viens de dire, tu sais, laisser aussi la chance que d'autres personnes peuvent intervenir sans que ça soit nécessairement toi, te distancer de la situation. Puis si tu reviens puis tu te sens pas à l'aise, le plus beau cadeau que tu peux faire, c'est t'écouter puis de respecter tes limites. Ouais. Tu sais, si c'est ton premier Noël en tant que personne queer ou ton 15e, 20e, peu importe, en tant que personne queer ouvertement, puis que ça se passe pas bien après un certain nombre de temps, tu peux te féliciter d'avoir essayé, d'avoir voulu connecter avec ces gens-là dans une place d'amour, mais par amour, quitter aussi. Oui. Julie Maud? Non, tout à fait. Hein. On a toujours l'option de partir. Ça, c'est important hein, parce que ça diminue la pression. On peut être hyper nerveuse avant de rentrer dans une soirée comme ça. Mais c'est toujours se donner l'option de partir si on sent qu'on n'est pas à bonne place, qu'on sent que notre santé mentale pourrait être affectée au cours de la soirée. Partir, ça peut vraiment diminuer la pression. Puis j'aurais peut-être une autre idée aussi Vas-y. à amener. C'est sûr que la charge mentale d'expliquer tout ça, on la comprend, ça peut être fatigant, mais des fois, c'est un peu inévitable dans certains contextes. Donc, comme Noël, c'est la soirée des cadeaux, pourquoi pas offrir, par exemple, 2 bons livres de Michel Deray, dont Éloge de la diversité sexuelle et La révolution des identités de genre enfin expliquée. Hein? Ça ferait des beaux cadeaux à tout le monde. Comme ça, si le monde se pose plein de questions, ils auront des belles lectures à faire durant le temps des fêtes pour s'instruire sur ces réalités-là. Ah mon Dieu. Et toi, t'ajouterais quoi, Pascal? Là? C'est vraiment une bonne idée. Hein? Ben justement, au lieu d'avoir la discussion, lis donc ça, puis on s'en reparlera l'année prochaine. Exactement. Pascal? Mais honnêtement, c'est pas fou, tu sais, parce que on a des ressources qui sont à notre disposition, puis souvent, on prend juste pas le temps de s'asseoir puis de les regarder, tu sais. On a aller follower Adam sur les réseaux sociaux, c'en est une façon de faire, tu sais. Venir voir Hello Gender, c'en est une autre. Aller parler à des gens comme Julie Maud, c'en est une autre. Lire un livre, c'en est une autre, tu sais. Fait qu'il y a plusieurs alternatives à ce que ce soit nous, comme personnes queer, personnes trans, qui répondent aux questions. Mais encore, on n'est pas dans l'obligation ici, surtout dans le temps des fêtes. Puis pendant les 365 jours de l'année, en tant que personne queer, on n'est pas dans la responsabilité d'apprendre à la population générale ce qu'est notre réalité. Si on est ouvert à ça, tant mieux. Tu sais, je veux dire, moi, ça me fait plaisir de m'asseoir avec mes grandes tantes dans le temps de Noël, puis de jaser, puis de leur expliquer un petit peu tout ça. Mais c'est pas tout le monde qui a le bandwidth pour le faire. Tu sais, puis ça, c'est parfaitement correct. Puis encore, tu sais, si on a besoin de s'en aller, c'est de s'écouter. Puis la plus grande recommandation que je peux faire, puis je pense que ça l'a déjà été touché, en fait, c'est de s'écouter soi-même, puis de s'assurer de notre sécurité en premier. Puis quand on est des parents d'enfants trans, c'est de prendre ce rôle-là pour notre progéniture. Parce qu'un enfant de 8 ans qui se connaît à 100%, parce que oui, hein, on se connaît même quand on est jeune, c'est le rôle du parent d'écouter l'enfant et de dire, regarde, pour le bien-être de ma famille, moi, je vais prendre un pas de distance, puis on va retourner chez nous. Puis on s'assire en avant d'un film de Noël pour manger du popcorn, puis ça va être bien fin. Ah, c'est parfait. Oui. On arrive à la fin. Je vais faire un dernier petit tour de table. Je vais commencer avec toi, Julie Maud, parce que toi aussi, au-delà de la discussion d'aujourd'hui, tu prépares une série de balados-diffusion et tu as besoin d'un petit peu de soutien et d'aide pour faire ces émissions-là. Oui, tout à fait. Je lance un balado justement sur les questions trans. Ça va s'appeler Trans de vie, un jeu de mots ici. Ah oui, comme tranche de vie, mais trans de vie, oui, c'est bon. Exactement. Où je vais inviter des personnes trans et non-binaires qui ont fait leur transition souvent il y a plusieurs années et qui ont un parcours professionnel vraiment intéressant. Donc, je voudrais faire connaître ces gens-là. Il y a des gens qui vont venir du milieu académique, du milieu politique, du milieu des communications, de toutes sortes de milieux, pour venir parler justement de leur recherche, parler de leur métier, bref, pour montrer que finalement, les personnes trans
Contrairement à ce qu'on essaie de faire, de nous diminuer souvent, de nous dire qu'on est un danger. Au contraire, on a, une contribution très active à notre société, puis qu'on a des choses à dire dans divers domaines, et pas juste à... Oui, à si les gens veulent t'aider là-dessus, veulent contribuer, on te rejoint comment, Julie? Julie-Maude? On peut me trouver soit sur Instagram, Facebook ou YouTube. Chercher Projet Trans de vie, TRANSDEVIE. Et on va faire un sociofinancement cet hiver pour justement faire quelque chose de très professionnel et de haute qualité. Donc, vous pourriez, une fois que ça sera lancé, faire un don pour soutenir le projet qui devrait sortir à l'été prochain. Adam, on va te retrouver où maintenant? T'es toujours ta page... Sur Instagram, TikTok, Adam Deragon, ADAMDERAGON. J'essaie de faire le plus possible l'éducation sur la fluidité de genre en étant professionnelle en sexologie et moi-même une personne non-binaire. J'amène ça dans le divertissement, dans l'éducation, dans la bienveillance. Donc, voilà. Dans le gros fun aussi, c'est drôle. J'aime beaucoup te suivre. C'est vraiment drôle ce que tu fais. C'est le fun. T'as un bon humour. Merci beaucoup d'avoir été là. Et Pascal, Joël, toi, on te retrouve où? Oui, moi, je suis également sur les réseaux sociaux. Hello Gender, vous pouvez me trouver sur LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok également. Je fais surtout de la consultation. Donc, pour les personnes qui écoutent, si vous avez besoin de discuter ou si vous avez des enfants trans, je partage mon expérience avec eux. C'est un programme un peu donné ce que vous pouvez, là. Puis ça va me faire plaisir de vous accompagner dans toutes les questions qu'on a discutées ce soir et plus encore. Merci toute la gang. Merci beaucoup. Puis joyeux Noël. Joyeux Noël. L'arc-en-ciel se lève. Écrivez-nous à heurciel@gmail.com. Heurciel en un seul mot @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook et Instagram, @DM Chabot Auteur et sur LinkedIn, Denis-Martin-Chabot. Merci à toute l'équipe, Maurice Bolduc à la mise en onde, Godéric Traub et Marie Massé à la recherche. Je m'appelle Denis Martin Chabot. Je vous souhaite de passer de très, très, très joyeuses fêtes. Nous, on est de retour le 6 janvier. Bye bye!